Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui est en train de tout changer sur nos routes, le moteur de la voiture électrique. On va oublier les pistons, l'huile, les gaz d'échappement, ici tout est une histoire d'aimant et de courant. Et on va voir ensemble que le principe est bien plus simple qu'on ne l'imagine, et franchement, c'est passionnant. Ok, pour bien comprendre, mettons les deux technologies face à face. D'un côté, on a le bon vieux moteur thermique. Il faut imaginer des milliers de petites explosions contrôlées chaque minute pour créer du mouvement. C'est bruyant, ça chauffe. Et de l'autre, le moteur électrique. Lui, il utilise une force complètement silencieuse et invisible, les champs magnétiques. On passe vraiment de l'énergie du feu à l'énergie de l'électricité. C'est un changement de paradigme complet. Alors, voici le programme. On va d'abord voir en quoi ce moteur est si différent, puis on décortiquera ces deux pièces maîtresses, le stator et le rotor. On verra qu'il y en a de plusieurs sortes, les synchrones et les asynchrones. Ensuite, on prendra de la hauteur pour regarder toute la chaîne de traction. Et pour finir, on parlera chiffres, l'efficacité, le coût et ce que l'avenir nous réserve. Allez, on commence. Et le premier mot qui vient à l'esprit, c'est simplicité. Quand on pense à un moteur à combustion, avec ses centaines de pièces en mouvement, c'est une mécanique incroyablement complexe. Eh bien, le moteur électrique à côté, c'est d'une simplicité presque déconcertante. Alors, le principe de base, c'est quoi? C'est simple. Au lieu de brûler de l'essence pour créer une explosion qui va pousser un piston, on prend de l'électricité et on la fait passer dans des bobines de fil. Ça crée un champ magnétique. Et c'est cette force invisible qui va mettre les choses en mouvement. Plus de combustion, plus de feu. Juste de la physique pure en action. Bon, maintenant qu'on a le principe, on va regarder ce qu'il y a dedans. Au cœur de ce moteur, il y a vraiment deux acteurs principaux. Et c'est leur interaction, cette espèce de danse entre eux, qui est la clé de tout le système. Le premier, c'est le stator. Petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, stator, ça sonne comme statique. Et c'est exactement ça, c'est la partie fixe du moteur, celle qui ne bouge pas. Mais attention, son rôle est crucial, il crée un champ magnétique tournant. Imaginez une sorte de tourbillon de force invisible. Et face au stator immobile, on a le rotor. Là aussi, le nom est assez clair, rotor pour rotation. C'est la partie mobile. En fait, le rotor est attiré par le champ magnétique tournant du stator et il passe son temps à lui courir après, sans jamais vraiment le rattraper. C'est cette course-poursuite, cette danse magnétique qui crée la rotation et qui, au final, fait avancer la voiture. Ok, on a compris cette danse entre le stator et le rotor. Sauf que il existe plusieurs chorégraphies possibles. En gros, il y a deux grandes familles de moteurs électriques, et chacune a sa propre façon de fonctionner, avec ses avantages et ses inconvénients. Regardons ça de plus près. D'un côté, il y a le moteur asynchrone. Ici, le rotor court après le champ. Il y a toujours un petit décalage. C'est un moteur très robuste et pas trop cher, parfait pour les longs trajets sur autoroute à vitesse constante. De l'autre côté, le moteur synchrone. Là, le rotor tourne parfaitement en phase, synchronisé avec le champ. Il est hyper efficace à basse vitesse, donc idéal pour la ville. Le choix du moteur dépend vraiment de l'usage du véhicule. Et là, on touche à un vrai enjeu, même géopolitique. Pour être aussi efficace, beaucoup de moteurs synchrones utilisent des aimants surpuissants, faits de ce qu'on appelle des terres rares. Le souci, c'est que la Chine contrôle la quasi-totalité de la production mondiale. Pour éviter cette dépendance, certains constructeurs, comme Renault, ont trouvé une parade, le moteur à rotor bobiné. Au lieu d'un aimant, ils utilisent une bobine de cuivre qui, alimentée en courant, devient un électroaimant. Bon, on a vu le cœur du réacteur, le moteur. Mais il ne travaille pas seul, c'est la star de l'équipe bien sûr. Mais pour que tout fonctionne, il a besoin de coéquipiers. Alors voyons un peu toute la chaîne de traction. Ok, suivons le parcours de l'énergie. Tout commence dans la batterie, où l'électricité est stockée en courant continu, du DC. Le problème, c'est que le moteur, lui, a besoin de courant alternatif, AC. C'est là qu'intervient le cerveau du système, l'onduleur. C'est lui qui fait la conversion. Une fois que le courant est sous la bonne forme, il alimente le moteur qui se met à tourner très vite et enfin, un simple engrenage, le réducteur, ralentit cette rotation pour l'adapter à la vitesse des roues. Et là, on arrive à un des aspects les plus géniaux de la voiture électrique, le freinage régénératif. Dans une voiture classique, quand on freine, l'énergie du mouvement est transformée en chaleur par les plaquettes et les disques, et elle est perdue. C'est du gaspillage. Ici, c'est tout l'inverse. Quand on lève le pied de l'accélérateur, le moteur change de rôle. Il devient une dynamo. Il utilise l'élan de la voiture pour produire de l'électricité et la renvoyer dans la batterie. En gros, on recharge en freinant. Voilà, on a fait le tour de la technique. Maintenant, la grande question, c'est concrètement, qu'est-ce que ça change pour de vrai? Pourquoi est-ce que cette technologie est considérée comme une véritable révolution? Le premier point, c'est l'efficacité. Et les chiffres sont sans appel. Un moteur électrique a un rendement de plus de 90%. Ça veut dire que quasiment toute l'énergie qui sort de la batterie sert à faire avancer la voiture. Pour un moteur à essence, on est autour de 30%. 30!
Les 70% qui restent partent en fumée, enfin, surtout en chaleur. La différence est juste colossale. Et cette efficacité, eh bien, elle se voit directement sur le portefeuille. Forcément, si on gaspille beaucoup moins d'énergie, ça coûte moins cher de se déplacer. En moyenne, pour faire 100 km, la facture est divisée par 2, voire plus, par rapport à l'essence. C'est un argument de poids. Au-delà de l'argent, c'est toute l'expérience de conduite qui est différente. On a ce qu'on appelle le couple instantané, on appuie, ça part tout de suite, sans à-coups. C'est très fluide. Il y a aussi le silence, qui rend la conduite beaucoup plus relaxante. Et puis, l'entretien est simplifié à l'extrême. Fini les vidanges, les filtres à changer. Et bien sûr, localement, 0 émission à l'échappement, ce qui est un vrai plus pour la qualité de l'air en ville. Et l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. La technologie continue d'évoluer à toute vitesse. On parle déjà de nouvelles chimies de batteries, comme le sodium-ion, qui se passerait de matériaux rares et chers. Et il y a cette idée incroyable du véhicule to grid, ou V2G. L'idée, c'est que la voiture pourra un jour renvoyer de l'électricité dans le réseau pour l'aider pendant les pics de consommation. La voiture deviendrait alors une batterie sur roue au service de tous. Alors, on va terminer sur cette réflexion. Le moteur électrique lui-même, on l'a vu, est déjà proche de la perfection en termes de rendement. La prochaine grande révolution dans la mobilité, le prochain bond en avant, il viendra d'où ? Est-ce que ce sera la batterie, sa capacité, son poids, son coût ? Ou est-ce que tout se jouera au niveau du logiciel, de l'intelligence qui gère l'ensemble ? La question reste ouverte et la réponse est encore à écrire.